Voilà, et la personne ressource qui s'installe à côté de vous, c'est donc Christine Vanès de la MAC qui est là pour réagir, interpeller après certaines réponses, mais essentiellement quand il s'agira bien sûr du sans-abrisme. Une réaction quand même, Madame la Ministre, à ce que vous venez de voir, au-delà des rires et sourires que vous avez eus et que plein de gens dans la salle Heureusement, ont eu. il y a encore des rires et des sourires quand Et, on, oui, mais en on attendant, essaye de c'est une pouvoir réalité. un tout petit peu, bien évidemment que c'est une réalité. C'est une réalité qu'on ne connaît trop et surtout c'est vrai qu'ayant différentes casquettes, on en reparlera, mais je suis sollicitée exactement dans le même type de contexte que celui d'aujourd'hui, puisque j'ai la question du logement, j'ai celle de toute l'action sociale et donc on a au sein du cabinet mis en place toute une série de procédures pour pouvoir accueillir, expliquer, orienter. Donc parfois on se retrouve aussi en première ligne et je n'ai pas de solution toujours clé sur porte. J'essaie de ne pas toujours tout vous renvoyer, mais de donner le maximum d'informations aux uns et aux autres par rapport à ce type de situation-là. Mais vous pointez en plus une situation effectivement qui me touche à titre personnel, puisque c'est aussi la situation d'une femme, mère de famille, que cette année, dans le cadre de la présentation des résultats de l'Observatoire sur la pauvreté, c'était essentiellement la thématique qui était consacrée, donc qui était une thématique qui a été longuement développée dans le rapport et qui montrait que les femmes étaient particulièrement surexposées à Bruxelles. Alors, nous allons passer aux questions. Ensuite, il y aura les questions qui viendront de la salle, mais les questions qui sont remontées aussi de toutes les associations. On va d'abord parler de transversalité. Vous êtes assez bien placé pour ça. Alors, la 6e réforme de l'État et les transferts de compétences sont-elles ou sont-ils une opportunité pour repenser Bruxelles? Qu'en pensez-vous en tout cas? Et notamment via une programmation des services collectifs qui tiendrait compte de tout ce qui existe, plutôt que de continuer à laisser à chaque commission communautaire sa programmation. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos visées en la matière? Alors, là, vous titillez mon cœur de juriste de base, hein, qui fait du droit public. Ce que je trouve qui est intéressant par rapport à la réforme de l'État, alors opportunité ou pas, c'est qu'il faut quand même se remettre maintenant 25 ans en arrière quand on a créé les institutions bruxelloises, où beaucoup ne donnaient pas cher en fait de l'existence de la région en tant que telle, de par la complexité qu'elle a toujours aujourd'hui en grande partie, et estimaient qu'elle allait récemment tomber, mourir comme un fruit trop mûr, ou aller, je dirais pas assez mûr selon l'expression. Ça ne s'est pas passé comme ça. La région a confirmé qu'elle pouvait exister. Je pense qu'elle a renforcé aussi, et la 6e réforme de l'État, la configuration, en tout cas, d'un État fédéral à 3 régions par rapport à l'axe qui a souvent été celui d'une première lecture d'une Belgique à 2 communautés, avec Bruxelles que gérée par elle, et la 6e réforme de l'État dans les transferts de compétences qu'elle opère. Ce qui est certain, c'est qu'elle confirme le fait régional et qu'elle axe une partie de tous les transferts sur les régions. Ce qui est intéressant de voir, c'est en quoi, notamment via les accords de la Saint-Émilie, la COCOM a suivi ce phénomène. Et on est passé de ce qu'on appelait le bi, avec un tiret communautaire, au bicommunautaire qui s'est rassemblé en un seul mot. Ce qui a renforcé très fort, je pense, la réflexion et l'évolution aussi par rapport à la 6e réforme de l'État, c'est l'absence de sous-nationalité, qui est décrétée, comme vous le savez, par la Constitution, et fort heureusement, qui a mené à l'attribution à la COCOM de toute une série de politiques, que ce soit évidemment une politique principale qui est celle des allocations familiales, que ce soit la compétence d'allocation d'aide aux personnes âgées, et toutes les réformes que l'on connaît aujourd'hui transférées au niveau des compétences santé. Donc, il y a quand même un recentrage fort aujourd'hui sur l'aspect régional des choses, qui se réalise en fait avec des secteurs qui sont soit directement concernés par la 6e réforme de l'État, c'est les soins dans les maisons de repos, c'est les constructions hospitalières, c'est les conventions de revalidation INAMI, qui ont migré vers la COCOM dans leur toute grande majorité des cas. Et si je prends les maisons de repos, elles ont toutes migré vers la COCOM. Les 4 dernières qui ne l'avaient pas fait fin 2014 l'ont fait maintenant dans le courant 2015. Pour des secteurs qui ne sont pas directement concernés par la 6e réforme en tant que telle, mais on travaille aussi à des migrations. Je prends le cas des aides individuelles dans le secteur de la personne handicapée. Et pour le reste, je pense qu'il est nécessaire de laisser un tout petit peu de temps, puisqu'on voit qu'il y a une différence de tempo aussi entre les institutions
de mouvements de migration, puisqu'on les constate essentiellement au niveau des institutions francophones. Aujourd'hui, à ce stade, je pense qu'il faut aller vers une évolution, pas une révolution. Mais ce qui est très certain aujourd'hui, c'est que la région bruxelloise a prouvé qu'elle pouvait exister, qu'il y avait un mouvement de recentrage par rapport à la COCOM, et que pour les matières personnalisables, les Bruxellois et les Bruxellois de façon générale trouveront des solutions pour confirmer ce fait régional. Et je pense qu'avant la 6e réforme de l'État, ce n'était pas le cas. Cette différence de tempo, vous l'expliquez comment? Pour des questions notamment de vision de financement, de savoir d'où viennent les sources de financement, notamment via la VGC. Donc je pense qu'il y a toute une question de structure budgétaire aussi à la base. Alors, autre question qui concerne toujours la transversalité. Vous gérez l'action sociale et les personnes handicapées en COCOF, l'aide aux personnes en COCOM, le logement et l'environnement en région Bruxelles-Capitale. Comment comptez-vous saisir cette opportunité, si c'en est une, mais je pense qu'ici tout le monde est convaincu qu'il s'agit d'une opportunité, et sur quel point pourriez-vous travailler de façon transversale? Alors, je vais vous repartir d'une petite anecdote, et Christine qui est à côté de moi doit s'en souvenir, puisque quand j'ai hérité de ces compétences. D'abord, je ne sais plus en introduction qui disait que ça avait été un choix global en fait de pouvoir rassembler action sociale, pauvreté, allocation. Ça a été le choix dans le cadre des négociations, en tout cas dans le contexte de réflexion de mon parti, de se dire comment est-ce qu'on arrive à mettre du lien entre les différentes compétences. Et donc, j'avais pris un tout petit peu de vacances, très peu à vrai dire. Et à partir du 15 août, j'ai décidé de rencontrer un maximum d'acteurs. Je m'étais dit entre le 15 août, valeureux cœur, entre le 15 août et le 30 septembre, je vais essayer de voir un maximum de personnes du secteur parce que je trouvais que c'était fondamental de pouvoir aller à la rencontre de celui-ci, donc les fédérations, et de ne pas devoir toujours attendre d'écrire à la ministre pour pouvoir être nécessairement reçu. Et c'est vrai que des premières conversations qu'on a eues ensemble par rapport à la question du sans-abrisme, connaissant plutôt correctement la matière logement, puisque j'avais été députée en commission du logement entre 2004 et 2013, avant de prendre la casquette de ministre de l'économie et de l'emploi, j'avais énormément interpellé sur l'absence de transversalité, enfin, ça m'apparaissait comme tel, d'un certain nombre de politiques, notamment sur la question du logement. Et quand on discutait ensemble sur les maisons d'accueil, sur tout le travail, je me souviens avoir eu cette réflexion en disant, mais avec ce geste de la main, en disant, mais comment ça se fait qu'on a encore des politiques aussi cloisonnées? Et j'avais fait le logement, et alors toute l'action sociale, et j'avais dit, il y a quelque chose qui manque là, il faudrait qu'on arrive à déterminer, à un certain moment, un faisceau de complémentarité et de travail entre les secteurs, qui transcende effectivement, vous l'expliquez, action sociale, c'est la COCOF, logement, c'est régional, et puis aide aux personnes, pauvreté, on va se retrouver sur la COCOM. Et donc je pense que, bon, d'abord, j'ai de la chance d'avoir, à mon avis, un portefeuille qui me le permet. On a mis en place, je pense que certains d'entre vous étaient là, effectivement, au colloque du 4 mai dernier, où on a justement essayé de se dire, tiens, comment est-ce qu'on arrive avec des solutions innovantes par rapport à toute une série de thématiques. Et je crois que la transversalité des approches, mais parce que mon portefeuille le permet, je le dis très clairement aussi dans la structuration qui est la sienne, c'est une des clés de la réussite des politiques publiques en matière d'action sociale. Ça, c'est ma vision à titre personnel. Et donc, on a, et je prends le cas du sans-abrisme, on refera l'historique du sans-abrisme, c'est un peu plus tard dans l'après-midi. D'abord, on a géré l'urgence à Bruxelles pendant des années, on a géré une ou deux saisons et pas les 4. Et on a très fort, en fait, cloisonné les politiques de logement et de sans-abri, parce que peut-être qu'elles n'étaient pas aussi, et je ne veux pas jeter la pierre, dans les mains des mêmes ministres, mais on s'est attaqué à la problématique du sans-abrisme, sans jamais considérer que l'accès au logement était certainement la première mesure à envisager. Alors, je ne dis pas qu'on n'en discutait pas, mais à un certain moment, il fallait pouvoir implémenter des nouvelles méthodologies, et une approche plus systématisée des choses, et qu'en tout cas, le logement en tant que tel, l'accès, c'est un point incontournable pour favoriser l'inclusion sociale des personnes les plus précarisées. Et c'est la même chose si je prends la question de la pauvreté et du logement. La question, vous connaissez la problématique du logement à Bruxelles. On a un taux de locataires très élevé, 60%, avec des loyers qui augmentent de façon vertigineuse. On a encore eu des chiffres de segment 2012-2013 avec des augmentations très importantes, grosso modo, sur différents types de biens, que ce soit locatifs ou acquisitifs. Et donc,
la question s'est posée à un certain moment de dire les loyers augmentent au point qu'en fait, la condition de locataire, aujourd'hui, elle constitue une des causes de pauvreté en tant que telle aussi. Et au même titre que celui d'être chômeur, allocataire social, et la petite scénette que vous avez présentée le dit. Et donc, quand on a ce constat, je pense qu'il est impossible de dire qu'on sépare la planification des politiques de part et d'autre. Et je pense aussi qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui des politiques qui transcendent des frontières de différentes compétences si les secteurs en eux-mêmes ne se parlent pas, ne discutent pas, et c'est ce qu'on a fait effectivement le 4 mai, et je pense avec un certain succès, alors maintenant sur le plan intellectuel, dans la démarche et autres, reste évidemment à implémenter les mesures qui sont sorties. J'ai vu que vous aviez repris dans l'entrée quelques-unes qui avaient été mises en avant par les secteurs. Donc, il y a ça. Je vous donnerai un autre exemple. Logement et handicap. Bon, on a souvent dit, connaissant la situation financière de la COCOF, que vous connaissez tous très bien, on doit pouvoir être un tout petit peu créatif sur les politiques de logement et mettre beaucoup de plus liens entre compétences logement, compétences handicap. Et donc j'ai mis en place au sein de mon cabinet un groupe de travail maintenant entre la SLRB, entre le cabinet d'administration, toute une série d'acteurs, je pense notamment à LTO, j'en oublie, je n'aime pas le faire, donc je vais quand même les dire, parce qu'il y a MT Concept, il y a la Fondation ICI, Association nationale pour le logement des personnes handicapées. Et donc depuis janvier, elle se voit très régulièrement pour regarder comment est-ce qu'on va développer les synergies entre les deux secteurs. Et donc, ce groupe de travail est en train de vraiment poser aujourd'hui les bases effectives, alors je ne dirais pas d'une nouvelle manière de travailler, mais en tout cas d'une vision qui permet de transcender les cloisonnements qui existaient jusqu'à présent. Et je suis, par exemple, très concrètement occupée aujourd'hui à la rédaction du contrat de gestion de la SLRB. Celui du Fonds du logement m'occupera un peu plus tard. Et à travers, en fait, notamment le contrat de gestion, c'est de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut élargir les clauses pour personnes handicapées dans les nouveaux contrats de gestion SLRB, d'une part, Fonds du logement, d'autre part. Comment travailler notamment avec les agences immobilières sociales. On est en train de faire une réforme pour le moment, de l'arrêter, et de concentrer, c'est vrai qu'on l'a fait, sur la question du sans-abrisme, la question du handicap. Et donc, de toujours mettre du lien aussi entre les acteurs concernés, ce qui est fondamental, entre les administrations, et de se projeter aussi. La SLRB, j'ai dit, voilà, il faut maintenant qu'on recense toutes les offres de logement adaptées. Bon, ça, on a une partie. Mais comment est-ce qu'on va trouver des modes de financement supplémentaires? Comment est-ce qu'on va travailler sur un segment, peut-être qui n'a pas été exploité jusqu'à un certain moment, par rapport à tel ou tel type de handicap? Est-ce qu'à un certain moment, des questions de santé mentale peuvent aussi intervenir? Comment est-ce qu'on les gère? On travaille sur, autre petit exemple, quand j'étais ministre, mais j'avais un peu rusé déjà avec mes compétences, je vais vous l'avouer, mes péchés avoués est à moitié pardonné, il paraît, quand j'étais ministre de l'Emploi, puisque c'est vrai que en l'occurrence, la thématique du handicap était une thématique que je suivais également, et donc j'avais travaillé à la mise en place d'un projet pilote, notamment avec Actiris, sur l'emploi des personnes handicapées, avec la FEBRAP. Et ici, on est en train de finaliser la création d'une brochure sur la sensibilisation de tout le secteur du logement pour prendre en compte la question de l'accessibilité dans toutes les constructions. Et donc, on essaye constamment de faire du lien entre... Donc là, je vous prends des thématiques. Maintenant, je vais vous prendre une seule thématique, les aides à domicile. Je sais qu'il y en a qui sont dans la salle parce qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour l'anniversaire. Alors, c'est vrai que là, c'est une compétence, mais avec deux opérateurs, COCOF, COCOM. Et un problème général qui est celui de la tarification différenciée COCOF et COCOM. Eh bien, à nouveau, ici, on est en train de travailler via un groupe de travail, à dire comment est-ce qu'on peut harmoniser les choses. Les services COCOF sont saturés. On a des services qui coûtent moins cher de part et d'autre. Et en l'occurrence, j'ai la compétence de part et d'autre. Donc, je ne peux pas laisser une situation comme ça perdurer. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que la transversalité, elle s'opère, c'est vrai, à travers des compétences, que ce soit... Et là, le meilleur exemple, c'est effectivement logement, aide sociale, pauvreté, puisque là, on a d'emblée, je dirais, initié toute une série de projets. Logement sans abrisme, avec l'implémentation du projet Housing First, qui a vu le jour cette année à concurrence de 500 000 €, et que je veux faire perdurer, parce que
on met, je veux dire, on travaille sur des problématiques différentes, mais on arrive en fait à mener une politique unique par rapport à ce dossier-là. Et puis alors d'être attentive effectivement aux différenciations sur des mêmes segments de compétences, mais pour lesquels les approches COCOF et COCOM sont différentes, et créer une différenciation qui, à mon avis, en plus au niveau des usagers, se répercute aussi, bien certainement, et qui fait que le secteur en lui-même en pâtit, et donc que ça devient sans sens. Donc, j'espère que ceci répond en partie aussi à la question de la réforme de l'État, parce que je sais que c'est un grand mammouth, que c'est une réforme qui effraie encore un peu, et je peux le comprendre à juste titre, un certain nombre de secteurs. Mais je pense que c'est une opportunité en soi, à condition d'opérer un travail sans relâche et de ne vraiment rien laisser au hasard au niveau des synergies qui peuvent être créées. Si je suis trop long, vous me le dites, non, pas parce du que tout. j'illustre. Non, pas du tout. Et puis voilà, c'est une vision. Encore faut-il que vous ayez le temps justement de l'implémenter. Puis les moyens. On a commencé maintenant sur toute une série de dossiers convergents, et Christine peut en témoigner. Christine, une réaction ou une question? Oui, mais justement à ce niveau-là, et au risque de prêcher contre mon secteur, quoique, si on prend l'exemple d'Agnès tout à l'heure, elle est femme, probablement monoparentale, probablement des problèmes de santé, qui dit de santé mentale, elle est sans emploi de toute évidence, elle est peut-être battue. Donc à force de cumuler toute une série comme ça de critères ou en tout cas de difficultés, et j'entends bien l'idée de décloisonner ou en tout cas d'avoir une approche plus systémique ou plus, enfin vous avez dit systématique. Synergie, voilà. J'ai bien le mot synergie. Mais malgré tout, dans le système actuel, et je pense au logement social en particulier, on va créer des dérogations et encore des dérogations de dérogations. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, de manière très idéaliste, imaginer le bruxellois, la bruxelloise au sens large, avec toutes ces composantes, avec toutes ces difficultés, mais on va pour le moment, parce que l'offre est insuffisante, on en arrive à créer finalement toute une série de systèmes dérogatoires. Enfin, je résume et je raccourcis. Mais oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'agir directement sur le logement ? Alors, évidemment qu'il y a moyen d'agir directement sur le logement, et fort heureusement, on a quelques projets qui sont déjà même, je dirais, en carton, heureusement qu'ils ne sont plus en carton après 9 mois. Je vous prends le cas de la location loyer. J'ai toujours considéré, et je l'ai toujours dit dans l'ensemble des interventions parlementaires que je faisais quand j'étais en commission, qu'en logement, il n'y a pas une solution miracle. Moi, j'aime bien parfois entendre les uns les autres en disant, en fait, la solution unique passe par l'augmentation de l'offre de logement social, ou bien la solution unique passerait uniquement par le fait qu'on arriverait à un certain moment à augmenter que le taux des propriétaires à Bruxelles. Alors, je pense qu'en logement, toute l'approche est une question de faisceau sur lequel il faut travailler de façon simultanée. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui est fondamental dans le travail qui est fait? Alors, la question du logement social, elle est très prégnante à Bruxelles. Vous disiez 44 000, je dirais heureusement, mais je pense que c'est même pas heureux, c'est un tout petit peu moins, parce que le terme heureusement est très mal adapté. Mais toujours est-il que voilà, moi j'ai toujours dit, j'ai hérité d'un plan logement, j'ai hérité d'une alliance habitat, donc vous ne m'entendrez pas lancer quelque chose de propre, je vais m'occuper de me contenter de finaliser en tout cas de faire et finaliser en partie ce qui doit être fait. Sur les 5 000 logements prévus du plan logement, vous en avez 1 390 qui sont sortis de terre. Donc ça vous dit un tout petit peu ce qu'il faut encore faire et au rythme auquel il faut produire du logement à Bruxelles. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on lance des partenariats public-privé, parce qu'on j'aimerais bien que le privé se mouille un tout petit peu aussi par rapport à un certain nombre de thématiques. En l'occurrence sur des projets qui peuvent être mixtes. À IES, on a commencé la réforme. En se disant aussi, on doit augmenter impérativement ce parc-là, parce que le parc est saturé. Aujourd'hui, en matière d'AIS, il y a 1 an d'attente, alors que quand on l'a créé en 2003, on était sur des délais qui étaient beaucoup plus brefs à l'époque. Et donc, si c'est pour que le logement social renvoie, un peu comme dans la sonnette, le logement social renvoie à l'AIS, qui lui-même va renvoyer à des dispositifs, même de type transitoire, des logements de transit, je veux dire, on va tous devenir fous et on va perdre un temps considérable. Alors, j'ai toujours plaidé pour la mise en place d'une allocation loyer à Bruxelles. Je suis arrivée en 2004, l'idée avait été lancée en 2003. Il y a une expérience pilote qui a été lancée, vous le savez, pour ceux qui connaissent la matière,
en juin 2014, qui n'a pas donné des résultats formidables, et on a quelques explications à ça, et je vais vous faire un petit clin d'œil, vous allez le comprendre. Très difficile de toucher un public qui est plus précarisé quand vous envoyez une invitation à participer à une expérience d'allocation loyer par recommandé. Voilà, je ferme la parenthèse. Recommandé n'étant quand même pas souvent synonyme de bonne nouvelle. Donc beaucoup de recommandés qu'on n'a pas été chercher. Donc voilà. Et donc on est en train de remodaliser tout le système pour voir comment ça peut fonctionner. Vous savez que l'allocation loyer, c'est offrir un complément d'allocation quand vous êtes dans les conditions du logement social et que vous pouvez à un certain moment prétendre à rentrer dans le logement social mais qu'il est saturé. Moi, c'est un système dans lequel je crois, dans lequel les financements en matière de logement sont là. Et donc, on est en train de retravailler aujourd'hui tout le système et remasteriser, si vous me permettez l'expression, l'expérience pilote pour réellement en faire profiter les personnes qui en ont besoin. J'aimerais bien qu'on atteigne quand même un taux de plus d'une... Je n'oserais même pas vous dire combien de personnes ont répondu à l'expérience pilote. Donc, mais que ça prenne réellement du sens et son sens là-dedans. Donc voilà, on a aussi, n'oubliez pas, la 6e réforme de l'État nous oblige à un gros chantier en matière de logement, qui est la régionalisation du bail. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour enfumer avec des questions juridiques, c'est simplement pour vous dire qu'à Bruxelles aussi apparaissent toute une série de nouveaux logements. Moi, j'ai toujours beaucoup plaidé pour l'intergénérationnel, pour tout ce qui est, il y a tout ce qui est cohabitation, entre guillemets, co-logement, et que la modification des textes de régionalisation va nous permettre aussi de faire exister toute une série de nouvelles formes d'habitation, d'habitat, c'est plus juste, en espérant avoir bien aussi à l'œil qu'il n'y ait pas de pénalisation, évidemment, des personnes qui se retrouveraient dans ces formules-là. Juste quelques secondes. Je vous entends, vous avez tout à fait répondu aux questions, évidemment. Oui, je me mettais mais restons quelques instants sur les logements, et sans même penser aux gens qui dépendent d'une aide sociale. On l'a dit déjà tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un des plus gros postes, évidemment, dans le budget. Je pense qu'on connaît tous des gens qui ont un travail ou qui ont une pension qui est réputée correcte et qui aujourd'hui, à Bruxelles, se retrouvent dans un état de précarité, se retrouvent à devoir reporter des médecins. Et eux sont sur un marché locatif qui est privé. Alors vous me direz, c'est le privé, on n'y peut rien. Mais on entend quand même de temps en temps parler d'un éventuel blocage et encadrement la question de l'encadrement des loyers, on l'a lié à la question de l'allocation loyer très clairement. Mais ça me permet de vous parler aussi d'autre chose qui était fondamentale pour moi. C'était tout le travail qu'on a opéré sur une première modification des conditions d'accès au fonds du logement. Parce que j'ai quand même la conviction aussi, et le dernier rapport pauvreté le démontre, en tout cas en ce qui concerne les femmes, on est sur, si mes souvenirs sont bons, arrêtez-moi si le chiffre n'est pas bon, mais sur une femme en monoparentale à Bruxelles met par rapport à son budget mensuel plus de 65 à 70, entre 60 et 65% de ce budget-là sur la question unique du logement, avec donc effectivement des répercussions énormes en matière d'alimentation, de santé et autres. Et donc, travailler aussi sur les conditions d'accessibilité au fond du logement pour des plus jeunes ménages était quelque chose de fondamental. On a lancé un premier train d'arrêté qui a été adopté fin février, qui permet par exemple, ces petites choses, mais c'est des choses qui permettent de ne pas devenir propriétaire aujourd'hui, de pouvoir porter la quotité d'emprunt jusqu'à 120%. Les banques refusent aujourd'hui, on le sait tous. Si vous n'avez pas de côté, vous n'arriverez pas à un certain moment à arriver à 120%. On a travaillé sur des mensualités progressives aussi en fonction de l'âge, de travailler aussi sur un certain moment, c'est une idée mais là on est en train de voir si elle pourrait susciter l'adhésion des autres partenaires, mais de se dire instamment, quand vous arrivez au fond du logement, vous étiez un peu pieds et poings liés à vie par rapport à l'engagement que vous preniez, puisque vous devez habiter votre logement X années et autres. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à une famille, une mère monoparentale de un enfant qui a 30 ans, ou mettons 2 enfants, de se dire que dans 10 ans, elle sera toujours dans le même appartement, une chambre, considérant qu'elle loge évidemment dans le clip-clap du salon. Et donc, on est en train de travailler aussi, ce que je suis en train de regarder, c'est-à-dire, est-ce qu'à ce moment-là, on ne lâche pas un peu de l'Est, à condition que le bien, si jamais elle le quitte, retourne dans le giron public, c'est-à-dire en location via une AIS. Et donc, le financement public serve en fait, à un certain moment,
à l'ensemble du faisceau public aussi, par ailleurs. Donc on a travaillé sur un premier mesure d'arrêté, modification d'accès du Fonds du logement, et je crois que c'est indispensable. Et on continue, on a encore 2 trains qui doivent arriver, enfin, c'est des trains d'arrêté, vous avez bien compris, pour justement permettre l'accessibilité à la propriété à Bruxelles. Parce que, voilà, c'est fondamental aujourd'hui et que, je vous le disais, sur les liens pauvreté-logement, ils sont clairement établis que le poids du loyer est quelque chose de fondamental. L'encadrement des loyers est lié à la question de la mise en place d'une allocation loyer, parce qu'il ne faut pas créer d'effet d'aubaine. Alors, on va parler du décret ambulatoire maintenant. Oui. Voilà. Là, les questions seront courtes. Quelles seront les modifications que vous apporterez au décret ambulatoire suite à son évaluation ? Alors, il y a 2 choses à distinguer par rapport au décret ambulatoire. L'évaluation du décret en tant que tel de 2009, il a eu lieu fin 2014, début 2015. Il y a eu un consultant externe qui avait été désigné qui a mené à bien la mission de l'évaluation précise du décret en tant que tel, et voir comment est-ce qu'on pouvait apporter toute une série de nouveautés par rapport au décret 2009. Vous savez qu'il y a 7 axes prioritaire. Le travail est clôturé depuis janvier 2015 et j'imagine donc que vous serez nombreux, pour ceux que ça intéresse en tout cas, le 23 juin prochain au BIP, puisqu'il y aura une présentation de l'évaluation du décret. Après que les secteurs aient été consultés, je me souviens que j'avais fait la première partie, mais sur la casquette santé, il y a ça 1 an et demi. Et le consultant sera là pour... oui, j'étais avec Rachid Madran quand on avait fait la première opération. Et donc là, je reviens avec le social et puis la santé. Le consultant viendra présenter effectivement les travaux le 23 au secteur, avec toute une démarche participative. Donc, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore fait pour les uns et pour les autres. Alors, par rapport aux modifications en tant que telles et à l'actualisation, on travaille effectivement avec Cécile Jodogne sur le dossier et on pense qu'il faut travailler en 2 temps. D'abord, une première phase de modification sur certaines modifications qui ont été proposées notamment par l'administration sur la précédente législature, qui apparaissaient comme un certain moment évident, qui ont fait l'objet d'un débat déjà au sein du Conseil consultatif santé sociale. Et donc, je ne pourrais pas tout détailler parce que sinon, mais je suis un peu superstitieuse par rapport à ça et je le fais notamment dans le cadre des aides à domicile. Je n'aime pas donner des chiffres parce que je trouve toujours que c'est très dangereux. Mais en tout cas, travailler aussi sur toute une série d'arrêtés d'application, de pratiques administratives, faciliter toutes les pratiques administratives qui grèvent le travail, travailler aussi sur des rapports d'activité harmonisés pour le secteur. Mais il me semble qu'il y a en tout cas une mesure incontournable, et on y arrivera par après, parce que je sais qu'on va aborder le point, notamment vu la scénette précédente, c'est l'introduction au sein du décret du financement structurel des services de médiation de dette. Alors, par rapport à ça, le premier train, j'aimerais bien qu'on puisse l'adopter avant le fin 2015. Au niveau du Parlement francophone bruxellois. En tout cas, les travaux avancent. Ils sont en cours entre le cabinet et l'administration. Et puis, la seconde partie, qui est une partie de modification qui visait la réorganisation en profondeur du secteur, les articulations, les missions, les services, les fonctions, sur base de l'évaluation des décrets, sur base, bien évidemment, d'une concertation avec le secteur, et qui, je pense, va intervenir dans le courant de l'année 2018 et qui, pour moi, doit être lié à la question de la programmation. Mais justement, où en êtes-vous dans la conception d'un outil de programmation, ça a été moins simple. À mon avis, vous le savez toutes et tous. L'objectif était vraiment de disposer d'outils qui permettaient d'orienter mieux les nouveaux agréments en fonction de l'évolution démographique, en fonction des besoins réels. Donc on avait besoin d'une analyse assez fine de créateurs d'indicateurs assez fiables sur le sujet. Alors, il y a un rapport final qui a été clôturé en juin 2014 sur l'outil programmation en tant que tel, mais qui, pour nous, ne nous a pas apporté, je le dis en toute simplicité, suffisamment d'éléments concrets pour pouvoir avancer sur la question de la programmation. Et donc, on a décidé de travailler sur une étude complémentaire pour finaliser le travail.
et de pouvoir obtenir vraiment les données les plus précises pour mettre vraiment une vraie programmation en place. Et donc, parallèlement à ça aussi, l'administration est en train de rédiger un cahier des charges pour mettre en place un recueil de données. Vous savez que c'est quelque chose d'essentiel par rapport à la question de l'outil de programmation. La proposition serait aussi de créer à la COCOF une plateforme de données ambulatoires qui doivent être complétées par les services ambulatoires en tant que tels. Donc voilà. On relance une étude plus concrète pour nous permettre voilà, d'avancer le plus rapidement possible. Mais je préfère une étude de trop qu'une étude de trop peu sur la question de l'outil de programmation, je vous le dis très sincèrement. Alors le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent, donc c'est le financement. L'évaluation du décret pointe l'iniquité des financements des organismes de coordination. Est-ce que les fédérations sociales et l'organisme intersectoriel, donc ça vous le savez, sont sous-financés? Est-ce que vous avez prévu, et comment, de les refinancer? Alors, c'est une question historique. Hein. Comme j'avais la casquette santé, je la connaissais, je ne fais pas mine de la découvrir aujourd'hui. Alors, ce qui est clairement établi, je pense que personne ne va s'étriper là-dessus, c'est que le financement d'un seul mi-temps par fédération est insuffisant par rapport au financement plus important, notamment dans le secteur santé. Je vais faire une réponse que je n'aime pas. C'est une réponse prudente aussi, et je préfère en général être plutôt porteur de bonnes nouvelles quand les choses sont bien faites, sont faites que quand elles ne le sont pas. Moi, je ne sais pas vous dire encore aujourd'hui quel sera l'état des négociations budgétaires à venir. Donc, je ne peux pas dire si on va arriver à dégager des marges financières nécessaires au renforcement qui est demandé, puisque c'est un coût important, vous le savez, et que les marges COCOF sont extrêmement difficiles à dégager. Que parfois il y a des choix aussi qui doivent s'opérer. On a fait le choix, vous le savez, cette année, de soutenir le secteur de l'aide à domicile en nous serrant la ceinture, moi je le dis clairement. Mais c'est vrai qu'on a fait ce choix-là parce qu'il y avait un pan de la déclaration de politique régionale aussi qui était très clair et que des moyens nouveaux restent toujours extrêmement compliqués à trouver. Donc voilà, j'ai pas envie d'être prometteuse de beaux jours. Voilà. Donc je préfère vous dire qu'on est bien conscient, qu'on connaît la demande du secteur, qu'elle est probablement aussi historique que celle des aides à domicile. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs une gradation dans l'historicité des demandes de refinancement, notamment par rapport au secteur, ce qui n'est pas toujours très heureux par ailleurs, mais que ça dépendra très largement des négociations budgétaires. Alors on parle financement, on peut aussi parler cofinancement. Oui. Est-ce que l'on pourrait imaginer un jour prochain des réseaux cofinancés en social et santé ? À titre personnel, moi je suis plutôt favorable à ce qu'on puisse certainement travailler sur des synergies. Les réseaux au niveau social, ils sont au niveau 2 aujourd'hui. Vous avez le réseau mariage-migration que vous connaissez, qui a été mis en place, je ne sais plus si c'est la législature 2009-2014 ou c'était, je pensais que c'était encore celle juste avant, qui lutte contre tous les mariages forcés, précoces, arrangés, coutumiers, tout ce que vous voulez. Il y a aussi la concertation aide alimentaire qui regroupe une dizaine d'associations bruxelloises qui distribuent les colis alimentaires, rassemblées à l'initiative de la FDSS. Et j'ai plaidé dès la discussion budgétaire précédente, donc pour 2015, pour la mise en place d'un 3e réseau, vous le savez, qui est un réseau pauvreté, qui doit, pour moi, pouvoir mener un travail important, vraiment tisser tout des différents liens entre les associations du secteur, qui serait piloté, à mes yeux, par le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté, avec plus d'une 50aine de membres. Je pense que c'est l'opérateur indiqué, en tout cas à mes yeux, parce qu'il réunit toutes les organisations qui fonctionnent sur base de démarches volontaires de coopération des uns et des autres, qui a plusieurs membres aussi du forum qui sont reconnus par la COCOF comme service ambulatoire, que ce soit dans le domaine de l'action sociale, des familles de la santé. Moi, je trouve que ce serait une démarche intéressante. Alors, je vous dirais qu'on a aujourd'hui un tout petit embryon de travail qui démarre à ce niveau-là. C'est vraiment une ébauche d'un travail commun social-santé, puisque Cécile Jeudaigne travaille sur un nouveau réseau volet santé par rapport à la concertation aide alimentaire, et que donc on va se rencontrer dans les jours tout prochains pour commencer à travailler. Et donc, si la mise en place fonctionne
de cette expérience-là, je pense qu'elle pourrait être de nature, en tout cas, à entraîner à l'avenir voilà, des concertations et des réseaux beaucoup plus marqués. Mais je trouve que l'idée est intéressante. Il n'y a pas de raison, enfin, je ne vais pas vous dire qu'il faut cloisonner alors qu'on décloisonne par ailleurs et que je plaide pour des politiques de décloisonnement sur toute une série de matières. Alors on va reprendre l'exemple d'Agathe, et non pas d'Adathe, mais d'Agathe et de ses mises en demeure. Il est vraisemblable qu'Agathe avait quelques dettes. Oui. Il est vraisemblable aussi qu'elle ne s'était peut-être pas adressée à un service de médiation de dettes pour deux raisons. Peut-être tout simplement parce qu'elle n'en avait pas connaissance ou parce que son assistance sociale, sachant que ces services sont complètement débordés, ne lui a pas dit d'y aller, c'était pas la peine. Alors ils sont effectivement débordés. Il y a plein de dossiers qui ne peuvent pas être traités. Est-ce qu'on peut imaginer un refinancement de ce secteur, puisque c'est malheureusement le cas de plus en plus de gens, de Bruxellois, de se retrouver dans ce type de situation? Oui. Donc, est-ce qu'on peut envisager un financement? Pour moi, la question est oui. Enfin, la réponse est oui. Et la question qui est posée, pour moi, très clairement oui, et c'est nécessaire. Je ne vais pas vous faire l'exégèse à chaque fois, dire sous réserve de moyens budgétaires disponibles, parce que ça, c'est une question aussi de volonté politique et de priorité qu'on va placer instamment dans un travail de préparation budgétaire 2016. Je répondais il n'y a pas très très longtemps à une question parlementaire sur la question du surendettement, et je rappelais que le surendettement est un des problèmes principaux des habitants précarisés de Bruxelles, cause et conséquence en fait de la paupérisation. Alors cause pourquoi? Parce qu'on sait via le centre d'appui que le tiers de Bruxellois vivant au-dessous du seuil de pauvreté et qui n'ont pas de revenus nécessaires, en fait, recourent à tout ce qui est crédit à la consommation pour pouvoir accéder à des biens de première nécessité. Et ça, je vais revenir dessus. Donc cause, conséquence. Pourquoi? Parce que la dette augmente de plus en plus, eu égard à toute une série de procédures extrêmement coûteuses qui sont liées notamment à des récupérations par ce que j'appelle les professionnels de l'apurement. Et je n'ai pas envie de tirer à la carabine dessus. Il y en a beaucoup qui font certainement leur travail très correctement, que ce soit les frais d'huissier, les pénalités de retard. Et donc, le secteur nous dit tout le temps qu'une dette, elle peut quadrupler de volume si elle n'est pas traitée dans le cadre d'une procédure de médiation. Et donc, pourquoi je vous disais aussi bien de première nécessité, parce que je trouve toujours qu'il faut pouvoir réinsister là-dessus, c'est qu'on n'est pas dans des crédits à la consommation pour aller s'acheter nécessairement une grande télévision avec... Enfin là, vous prêchez des convaincus, je pense. Je le sais, mais c'est toujours bon et utile de le rappeler, parce que, voilà, je trouve qu'il faut être très pédagogue là-dedans, et... on sait que les ménages, la question est liée à la question de se nourrir, se chauffer, c'est le gaz, c'est l'électricité, et c'est la scolarité des enfants aussi qui est au centre de tout ça. J'avais repris quelques chiffres parce que je les trouvais intéressants. Observatoire crédit endettement, jamais les Belges ont été surendettés, on le sait. À la fin de juin 2014, 108 744 personnes placées par la justice belge dans des procédures d'apurement. Au cours du premier semestre 2014, déjà 1526 procédures par mois enregistrées complémentairement, contre 1400 l'année d'avant. Et donc Bruxelles, en fait, est la région où le pourcentage, où le pourcentage est le plus élevé en termes d'enregistrement aujourd'hui aux centrales de crédit défaillantes. On est à 5,2% de Bruxellois contre une moyenne nationale de 4,1%. Donc voilà, avec une situation assez complexe aussi. On parlait de la complexité institutionnelle entre les services de médiation qui se retrouvent financés, ou en tout cas agréés comme services de médiation via la COCOM, mais qui n'ouvrent pas droit nécessairement à la subvention, n'est-ce pas, Benoît? Donc, oui, services agréés qui se retrouvent financés comme centre d'action sociale. J'ai beaucoup travaillé avec Benoît dans le cadre de l'ORS et on en discutait des services de médiation. Et puis des financements spécifiques COCOF-COCOM. Alors, on est tout à fait conscient que l'outil COCOF est absolument pas suffisant pour combler l'ensemble des demandes. Je pense que c'est essentiel que la COCOM se dote aussi d'outils législatifs pour répondre aux sollicitations. Et donc, ce qui est pour nous fondamental, parce que si vous venez de dire récemment d'une négociation budgétaire, je voudrais
fixer tel et tel axe de type prioritaire et la médiation dette, on est convaincu que ça doit en être un. Il faut pouvoir avoir une objectivation en fait de la saturation de l'ensemble des services. Et donc on a demandé au centre d'appui de pouvoir objectiver la fameuse assertion des listes d'attente. Moi j'ai vraiment besoin de chiffres bien précis, démontrant que, je vous les ai donnés, la question ne fait qu'augmenter d'année en année, que les services sont débordés et que donc ça nécessite alors à ce moment-là un combat budgétaire. Enfin, je dis un combat budgétaire, il n'y aura peut-être pas de combat budgétaire sur la question de la médiation de dette, puisque de toute façon, comme on l'a vu ici aussi dans la scénette, elle touche transversalement en fait l'ensemble des compétences des autres ministres aussi, comprennent la question des crèches ou la question de la santé. Donc je pense que oui, c'est un secteur qui doit être grandement prioritaire dans les prochaines discussions budgétaires. Donc à l'ordre du jour après-demain, mais pas demain, puisqu'il faut d'abord cette étude, c'est ça? Oui, enfin, il ne faut pas non plus... je ne vais pas mettre la pression sur ceux qui doivent la faire, mais bien. Ce serait bien que je dispose des données avant d'aller en discussion budgétaire pour 2016. On ne va pas remettre ça à 2017. J'aimerais bien qu'on puisse déjà avancer pour 2016, si c'est possible. Je vois mes collaborateurs qui sont effondrés. Ils se disent, c'est pas possible avec tout ce qu'on va devoir faire en égo. Alors maintenant, on va évoquer... On va parler de... Elle cherche la barque. On va parler de l'aide aux sans-abri. Oui. Et là, Christine, vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez. Comment pensez-vous, si vous y pensez, revoir l'organisation de ce secteur? Est-ce que vous allez mettre sur pied un plan global pour Bruxelles? On sait que Bruxelles est une grande ville, comme d'autres grandes villes, mais Bruxelles est quand même particulièrement touchée. Et puis surtout, comment comptez-vous articuler les actions des services COCOF, COCOM et VGC? Alors, je pense que pour répondre en fait à la question, il faut repartir en fait d'une définition de base, c'est-à-dire c'est quoi lutter contre le sans-abrisme. Je vous l'ai déjà dit au tout début de mon intervention, on a, pendant de nombreuses années, privilégié une dimension d'accueil d'urgence provisoire, essentiellement nocturne. Et ce qui était recherché, en fait, c'était le maintien en vie des personnes sans abri. Et c'est un travail fondamental que je ne remets absolument pas en question, ne vous méprenez pas là-dessus. Mais il ne contribue pas à la résolution du problème au sens de la diminution en tant que telle du phénomène. Et donc, on doit identifier toutes les réponses qui sont les plus adaptées par rapport à tous les publics. Et je pense que l'étude, et vous en avez connaissance de la Strada qui est sortie, permettant d'identifier toute une série de publics bien cibles, nous donne déjà des premiers indicateurs. Alors, partant de ce constat-là, bon, d'abord, nous, on est arrivé avec Pascal Smet au mois de juillet. On s'est immédiatement mis en route pour pouvoir mettre en place un dispositif hivernal qui tienne la route. C'est pas simple. Je dois vous avouer que... Et c'est pas simple pour le secteur, c'est pas simple pour les cabinets ministériels. Et je pense que... Et je vais en venir à la nécessité de travailler sur un plan intégré de lutte contre le sans-abrisme. Il faut prendre un certain nombre de décisions, dégager des budgets qui permettent d'apporter des réponses qui sont beaucoup plus structurelles et pas aller louer, je vais être extrêmement critique, mais aller louer cette année-là un bâtiment de 300 places là, et puis l'année d'après, on tente dans une autre commune qui en veut surtout pas. Moi, j'ai vécu le 21, 22, 23, 24 décembre, 4 jours où d'heure en heure changeaient les possibles localisations alors qu'on annonçait de la neige pour le 25. Et donc, j'avais des communes qui m'avaient dit oui pendant des semaines, qui au dernier moment vous disent on vient de retrouver en fait dans le bâtiment, on a trouvé une clause, en fait ça devait être pour des commerces de luxe il y a 30 ans, donc on ne pourra pas. Et vous vous retrouvez et vous dites mais je cherche toujours un bâtiment pour 300 personnes là, dans moins de 24 heures. Donc je pense qu'il faut apporter une réponse qui soit beaucoup plus structurée et beaucoup plus à long terme. Alors j'ai eu une opportunité, vraiment, je ne sais pas si c'est de la chance, le temps nous le dira, par rapport à un créneau en particulier, même si j'aime pas le terme, qui sont les familles en errance, puisque là aussi c'est un problème qui touche à la question du sans-abrisme. Et il se fait que j'ai pu, à travers le budget logement, acheter un bâtiment à Schaerbeek qui va permettre d'apporter une réponse structurelle à la question et donc de ne plus avoir des familles qui sont trimballées à gauche et à droite, sachant que ce sont des familles aussi où les enfants sont globalement scolarisés plutôt
correctement. Et que le fait de faire cette espèce de nomadisme d'un lieu d'accueil à un autre déscolarise les enfants et donc a des conséquences importantes par rapport à plein de thématiques. Et donc, on s'est dit avec... donc ça, c'est pour la question des familles en errance, où je me suis dit... Alors, j'ai pas un bâtiment de 300 places pour les familles en errance. Un bâtiment qu'on a acheté à Scarbeck nous permettra d'être aux alentours de 70 places avec les enfants, mais avec un dispositif structurant, structuré autour, d'accueil, avec des mises en place de coordination. Mais ça me semblait nécessaire de pouvoir avoir, en tout cas à Bruxelles, un endroit identifié comme tel où les familles en errance peuvent trouver de la stabilité. Alors, avec Pascal Smet, on s'est dit on va prendre 2-3 jours, un tout petit peu de réflexion pour aller voir ce qui se passe ailleurs. On a effectué un voyage d'études Bruxelles-Londres, Londres-Bruxelles, La Haye, Bruxelles. Et c'est de là, en fait, des expériences que nous avons vues jour et nuit pendant ces 3 jours-là, qu'on s'est dit on doit fondamentalement, à un certain moment, travailler sur un plan beaucoup plus global, avec une structure qui soit centralisée, qui soit un lieu en fait unique d'identification, d'évaluation, d'orientation des besoins. Ça me semble quelque chose d'évident. Et ça se passe tant en Grande-Bretagne qu'au niveau des Pays-Bas. Donc vraiment avoir une évaluation, on l'a vu, on a assisté de loin évidemment à des entretiens, comment est-ce que ça se passe, mais on arrive, je trouve que l'avantage de ça, c'est que vraiment on avait une base de données centralisée. C'est pas une question de ficher les gens, de les rendre traçables avec des sanctions et autres. Il y a toute une déontologie d'usage qui doit être, qui est fondamentale dans ce travail-là, mais disposer d'informations sur la personne pour rendre efficace vraiment l'opération d'orientation. Et donc on le voyait notamment au niveau de l'Angleterre, vous aviez une identification des parcours des uns et des autres. Parce que c'est important de savoir quand quelqu'un a disparu aussi, excusez-moi de prendre l'expression d'un radar social, et qu'à ce moment, pendant 6 mois, on ne sait pas où il est passé. En Angleterre, on arrive très bien à voir par quel type de dispositif il est passé. En Angleterre, je trouve que le système est un peu rude parce que vous avez 3 semaines. En fait, il y a une espèce de délai forclos pour rentrer dans le système et vous avez 3 semaines de travail pour arriver à orienter la personne dans le bon service. Et donc ça, c'est soit vous partez des problèmes de santé mentale, soit c'est du logement en tant que tel, et rien que du logement, soit c'est... Donc je trouve que le système anglais est un peu plus brut, je trouve que le système des Pays-Bas est un peu plus souple aussi par rapport aux opérateurs. Alors on a plusieurs bases de données, il y a les fichiers Strada qui est très perfectionné, mais qui n'a pas alors le croisement avec données SAMU social, les données des CPS via le projet Cher et autres. Donc, la fusion du fichier Strada et la fusion du SAMU social est en cours. Elle devrait être opérationnelle. Ça permettra d'avoir une première base de données performante. Donc, une structure centralisée. 2, une orientation vers des services qui sont spécialisés. Il faut travailler avec l'ensemble des services existants et qui vont encore exister dans les années à venir à Bruxelles, parce que c'est vers leur programme aussi d'inclusion sociale qu'on va diriger un certain moment les personnes, pour voir quel est le parcours d'inclusion qui est le plus adapté. Est-ce qu'on est dans un cadre nécessairement de monoparentalité, de précarisation, de violence conjugale ou autre? Est-ce qu'on est dans un double diagnostic de type sans-abrisme, santé mentale, auquel cas, nécessairement, on passe dans des programmes Housing First? La question de la famille en errance, ça, je vous en ai touché un mot. Mais ce qu'il faut, en tout cas, c'est de voir à certains moments comment est-ce qu'on arrive à orienter et le mieux possible. Et la troisième chose, c'est vraiment la question de l'accès au logement en tant que tel. On est dans l'urgence, effectivement, nocturne aujourd'hui. Et donc, ce sont tous le lien, et le colloque notamment du 4 mai servait à ça, entre les structures d'accueil qui opèrent au niveau de l'inclusion sociale en tant que telle et une offre de logement que je qualifierais de durable aussi, parce qu'elle est fondamentale en termes de réinsertion. Donc voilà, on a lancé toute cette collaboration maintenant le 4 mai dans des ateliers avec des idées. On va évidemment procéder avec une concertation du secteur. Moi, je ne vais pas aller faire une réforme de ce type-là sans que le secteur n'y soit associé.
Et donc, je sais que la Strada coordonne un groupe de travail ad hoc aujourd'hui qui est ouvert et on va travailler sur les propositions et les avis avant l'été. Alors, je ne dis pas que tout sera merveilleux et formidable l'hiver prochain, mais je pense qu'on aura pu avancer sur une partie d'une réponse qui soit pas que la réponse d'urgence. Christine? Oui. Oui. Mais oui. Oui, mais si Christine ne réagissait pas, mais oui, m'interpellerait. Mais d'autant plus que, enfin, effectivement, et notamment via le groupe de travail de la Strada, mais déjà bien avant, via la concertation, via le CBCS et via d'autres lieux de rencontre. Et je trouve que c'est fort intéressant que vous ayez aussi toutes ces casquettes. En tout cas, nous, on n'a pas, au niveau des secteurs, entre guillemets, attendu que ces opportunités arrivent. Et donc, je pense que ça fait longtemps que tous nos secteurs disent des choses, qu'on rédige des rapports intersectoriels sur différentes thématiques. Et en tout cas, il y en a toujours beaucoup, et les mêmes qui reviennent et qui ressortent. Sur la thématique plus particulière, ici, du sans-abrisme, alors encore faut-il définir ce qu'est l'urgence, ce qu'est l'hiver, ce qu'est le sans-abrisme, enfin, vous l'avez dit aussi. Moi, j'ai envie de parler de grande précarité, avec tout plein de notions très compliquées parfois. En tout cas, et à la fois, on peut lire en filigrane de vos propositions, et en même temps, comme ce n'est pas encore vraiment des propositions, puisque vous y réfléchissez, et que nous, de notre côté, on a un groupe de travail aussi, donc on essaye d'extrapoler des mots qu'on entend et on essaye de leur donner sens. En tout cas, on est pour le moment relativement questionné sur la question justement de cette base centralisée, base de données centralisée, avec en filigrane la question du dossier unique, du guichet unique. J'entendais tout à l'heure dans l'histoire d'Agathe qu'elle allait voir son assistant social, puis l'assistant social du CPS, puis encore. Ça peut parfois avoir du sens de centraliser de l'information, pour autant que le respect du secret professionnel ou du secret professionnel partagé soit évidemment mis sur la table. Et je pense qu'on travaille entre professionnels et qu'à ce niveau-là, on prêche aussi des convaincus. Il n'empêche la mise sur pied d'un dossier unique qui au départ s'inspire de statistiques, les rapports du SAMU social, de la Strada, peut-être pas des CPS, parce que je pense que là, ils ont d'autres injonctions, sont des rapports statistiques, sont des collectes de données statistiques, et donc leur transposition en dossier unique, en guichet unique, pour moi, est quelque chose à vraiment prendre avec prudence, et parce que le corollaire, la conséquence de tout ça, c'est un opérateur unique qui reçoit, une porte d'entrée unique qui reçoit. Or, on le dit très souvent dans ma fédération, la diversité est une richesse. Je pense qu'il y a autant de définitions du sans-abrisme qu'il n'y a de sans-abri. Je pense qu'il y a autant de difficultés, on l'a vu à travers l'histoire d'Agathe, rencontrées, qu'il n'y a finalement de propositions de réponses que l'on peut faire. Et je pense qu'à Bruxelles, on a, quels que soient les secteurs d'activité d'ailleurs, on a cette capacité à s'adapter, à réagir, même si les moyens financiers sont parfois défaillants ou en retard, je l'aurais placé. Mais en attendant, cette richesse-là, cette diversité-là, en tout cas la crainte, pour le moment dans nos réflexions, vu qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on entend par dossier unique, guichet unique, elle nous fait peur. C'est pas l'un ou l'autre. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai lu. Il y avait des guillemets, des tirets entre les deux. Par contre, une solution unique de sortie qui est le logement, et hop, on rebondit sur la question de tout à l'heure, mais avec plaisir. Et là, je pense que là, même ici, quel que soit le secteur, le renforcement de l'accompagnement social, quel que soit le secteur, le renforcement des équipes, oui, là, évidemment, il y a des solutions. Mais l'idée de centralisation, parce que je ne suis pas venue avec des fiches de ce qu'on m'a présenté à Londres et à La Haye, et j'ai toujours dit que je préférais sincèrement le dispositif que j'avais vu à La Haye. Il y a énormément de commentaires sur le trajet social, c'est pas un truc brut, allez, c'est pas un... Je vais prendre une expression, c'est pas un screening en fait de l'individu, quoi. C'est un peu plus, c'est plus subtil, c'est beaucoup plus humain, ce que j'ai vu d'ailleurs. C'est sur les parcours et de bien identifier le parcours, parce que je pense que c'est fondamental de dire tiens, il a ces journées-là autant de temps. Après, il est passé sur une autre structure. Et donc, on n'est pas sur centralisation ou on est sur on veut une porte d'accès, un certain amont, une porte d'entrée. Et un dispatching qui s'opère en fonction des profils aussi pour qu'on soit dans les bonnes configurations pour répondre correctement à la demande des uns et des autres. Mais un dispatching vers où? Vers quoi? Malheureusement, mais tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. Oui, mais on est tous saturés. Ah oui, on l'a entendu sur les services de médiation de dette, les maisons d'accueil sont saturées. On a des projets, heureusement,
heureusement qu'on a des projets d'ailleurs, notamment d'ouverture de maisons d'accueil. Il y en a une famille monoparentale. Bon, voilà, vous allez me dire, ça ne fait pas faire mon beurre à moi, ça fera le beurre des autres. Mais donc, on est bien conscient que les dispositifs aujourd'hui sont... Alors, je ne connais pas les chiffres de saturation nécessairement, sinon je vous dirais les choses peut-être avec plus de précision. 96,3% de taux d'hébergement pour les maisons d'accueil COCOF. Ce qui n'est pas couvert, c'est essentiellement les jours entre deux hébergements où il faut remettre en ordre les chambres. Voilà, c'est un exemple concret. On est à quasi 100% de et donc, d'où la nécessité de travailler sur le troisième volet, qui est le logement. Parce que si vous êtes en saturation, c'est qu'il y a un effet bouchon à un certain moment. Et donc, je pense qu'on doit vraiment, et c'est ce qu'on a fait le 4 mai, c'est vraiment arriver à articuler les dispositifs. Vous n'avez pas vocation, à un certain moment, à être dans des... Vous n'êtes pas dans une structure de pérennisation, à un certain moment. Donc, vous devez, vous, pouvoir aussi, et c'est ce qui se fait notamment en Angleterre, avoir la capacité, à un certain moment, d'avoir une solution sur la question du logement. C'est pour ça qu'on a identifié les 3 aspects dans la réflexion. Mais ça va vous arriver. Oui, mais heureusement. Les 3 aspects, et j'insiste vraiment, parce que c'est aussi l'objectif de ces rencontres et du CBCS, de travailler en partenariat. Ça rejoint la question des réseaux tout à l'heure, cofinancés ou pas. Quand je disais, on n'a pas attendu l'opportunité de vos multiples casquettes. Et en même temps, on attend vraiment que cette opportunité nous propose aussi et nous permette d'activer encore davantage nos partenariats. Je pense que l'association que nous avons déjà depuis longtemps avec le CBCS entre fédérations de l'action sociale et de l'action sociale et de la santé, c'est pas innocent, c'est pas pour rien. Qu'au niveau des services des travailleurs de terrain, il y a aussi du travail qui se fait. Mais ça c'est un travail à 100%. Enfin, on parle beaucoup pour le moment aussi de alors le réseau WAB, la transposition du réseau WAB wallon à Bruxelles. Donc c'est un accompagnement de différentes de personnes, mais à travers différents acteurs de terrain, que ce soit des assistants sociaux, des éducateurs, des psychologues, j'en passe et des meilleurs, avec vraiment un travail autour de la personne et une réflexion. Voilà, ce sont des choses qui se font, mais il faut quasiment un temps plein dans chaque équipe, dans chaque institution, pour pouvoir le mettre. On demande tous des moyens supplémentaires pour renforcer les équipes. Enfin, ça me paraît évident. Je sais que c'est pas le moment, je sais qu'on ne dit pas avant 2017, mais enfin, je pense qu'ici, tous autour de la table, on n'en peut plus, on sature. Enfin, voilà, je suis désolée d'être un peu énervée, mais c'est parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit ça et j'ai pas l'impression qu'on va trouver des solutions rapidement. Je ne considère pas que c'est de l'énervement, ça me semble légitime de pouvoir le demander. Bien, je suppose qu'il y a des questions qui doivent arriver de la salle. Une première. Il n'y a personne qui voulait parler d'handicap parce que moi, on m'avait dit... Oui. Il reste une question. Oui. Oui, absolument. C'est ce que je vois dans la salle, plusieurs personnes du secteur. Et donc mais en plus, si, elles vont être... Il va y avoir une petite frustration quand même à ne pas parler de la question du handicap. En plus, en ce qui me concerne, ça doit vraiment être un acte manqué. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, peut-être. Alors donc, parlons donc du handicap et des personnes handicapées et du décret inclusion. C'est à vous qu'il appartient de le mettre en œuvre. Il a été voté en fin de la dernière législature. Où est-ce que vous en êtes ? Alors... sur le décret en tant que tel, je vais être extrêmement pragmatique parce que les acteurs dans la salle le sont bien placés pour le savoir. Premier arrêté a été adopté récemment, arrêté relatif aux dispositions individuelles d'inclusion des personnes handicapées, sera d'application au 1er juillet 2015. Je ne vais pas vous détailler tout ce que c'est, nous faire l'offense, vous expliquer ce que sont les aides individuelles. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs avancées qui ont été importantes, je pense, par rapport à toute une série de demandes du secteur, avec évidemment une enveloppe budgétaire prévue pour les aides dans le cadre du déploiement de ce premier arrêté. Il y a tout le travail évidemment de la rédaction des autres arrêtés en concertation avec le secteur. Il y a plusieurs notes d'orientation qui ont été présentées aux membres du conseil consultatif, je regarderai ce qui est là, depuis le mois de janvier dernier, avec des groupes de travail qui ont été mis en place. Groupe de travail emploi qui s'est déjà réuni à 3 ou 4 reprises après l'information que j'ai. J'ai vu la FEBRAP aussi il n'y a pas très très longtemps. Toutes les réunions sur les lieux de vie ont démarré mi-mai.
sur cet aspect-là. Il y a tout ce qui est groupe de travail commencé sur activité de jour. Question du vieillissement, on mentionne qu'il y a eu une première réunion le 5 mai, qui est une réunion prochaine en septembre. Et suivi grande dépendance, eh bien, là, il y a eu plusieurs réunions qui ont eu lieu en cours. Donc, il y a toutes les discussions qui vont se poursuivre par rapport à ces groupes de travail jusqu'à la fin de l'année 2015. Et donc, moi, j'aimerais bien arriver en première lecture dans ce qui sera le plus avancé, début 2016. Mais voilà, c'est un large chantier. C'est un chantier qui avance bien, je pense notamment grâce au travail du conseil consultatif. Et je dis pas ça à Thérèse pour le faire plaisir, mais parce qu'aussi, je pense qu'il y a beaucoup de rigueur et de volonté d'aboutir dans le chef des personnes qui sont autour de la table, avec des membres aussi du conseil consultatif qui sont des utilisateurs, donc qui nous permettent aussi d'être au poche des réalités. Alors c'est un secteur qui, on va pas refaire le débat budgétaire, mais qui lui a bénéficié d'un petite augmentation de subsides cette année-ci de 4 millions d'euros, mais qui a permis, par rapport à un certain nombre de choix, notamment sur la question des places, d'augmenter de près de 80, d'avoir des moyens complémentaires, toute la question des entreprises travail adapté, qui doivent être fondamentalement aidées aujourd'hui par rapport à la concurrence qui s'opère, avec toute une série d'initiatives nouvelles qui ont pu être mises en place, des budgets complémentaires pour les services d'accompagnement. J'ai encore vu l'ASA ce matin au bureau pendant plus d'une heure. Donc voilà, et alors avec une chose qui est fondamentale pour le secteur, et pas que pour le secteur, c'est toute la programmation qui doit être faite sur l'ouverture de places, auquel on travaille maintenant, puisqu'on devrait pouvoir rentrer la programmation dans le courant de l'été 2015. Comme ça, j'ai fait un toute petite incise pour mettre sur handicap, mais j'y tenais parce que j'avais pas envie que ce soit une matière qui ne soit pas abordée aujourd'hui, voyant la représentation de la salle. Mais à mon avis, c'est une matière qui mériterait toute une après-midi. Oh, ça je pense, oui. Voilà, donc question de la salle, je vous rends le micro. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je suis Hélène Aronis-Brickman, présidente de la classe et vice-présidente de l'équipe. Oui. J'ai plusieurs petites questions, ou remarques à vous faire. À propos du logement, oui. Je voulais vous parler d'une initiative de l'équipe qui, après l'inauguration du nouvel hôpital pour enfants, avait un bâtiment libre. Comme légalement, nous ne pouvions pas le mettre en location, nous avons pris contact avec une AIS pour qu'elle... et nous sommes prêts à financer les travaux d'aménagement de la maison pour transformer cette maison en logement prioritairement ouvert aux personnes en difficulté de santé mentale qui quitteraient les IHP. Puisque, donc, mais là, ça prend énormément de temps parce que nous nous heurtons pour le moment à des problèmes de permis de bâtir. Donc c'est la question urbanistique qui vous bloque à ce stade-ci. Ça, c'est pas... Et c'est situé à Mille-Bruxelles, c'est ça? C'est à Anderlecht. Ouais. Ah, Anderlecht. Ils ont peur que la maison ne se transforme par la suite en mouroir, enfin... Vous avez tous compris de quoi il s'agit. Enfin bon, c'était surtout pour vous parler d'une initiative qui pourrait être... parce que vous avez parlé de la forme... J'espère que les AIS pourront continuer à faire cela avec nous, puisque c'est une possibilité. Je voulais vous demander s'il y avait une possibilité de pouvoir ouvrir de nouvelles IHP. Parce que ces personnes sont en grande demande. Nous sommes tout à fait saturés. D'autres aussi d'ailleurs, hein. Je ne parle pas pour moi, le secteur est vraiment tout à fait saturé et il y a peu de turnover à cause du problème logement qui se suit, puisqu'ils n'ont pas de logement auquel ils peuvent avoir accès point de vue finance. Ils sont parfois sur des listes d'attente pour des logements sociaux, etc. Mais en attendant, il y a peu de turnover. Or, nous avons peut-être des possibilités d'ouvrir des places supplémentaires le cas échéant. Mais cette question-là sur les IHP, ça relève de Didier Gozouin et de Cécile Jotin. Oui, aussi, mais enfin, ça fait partie du logement. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est aussi de l'hébergement, finalement. Oui.
Ah oui. Oui, mais le coût est dans la partie en santé chez Didier Gozouin. Bien. Oui, parce qu'il faut le raccrocher en fait à une partie budgétaire. Oui. Ouais. Alors, vous avez vous avez parlé du basculement des MR, MRS vers la COCOM. Je vous rappelle que les maisons de repos, elles ne sont pas très nombreuses, mais de la VGC ont été interdites de basculement. Oui, mais ça, j'ai évoqué. Hein. J'ai dit qu'il faudrait du temps, qu'on ne serait pas en révolution, que j'espérais être en dévolution, et je dis clairement, allez... Je n'aime pas faire le procès de... Non, on a assez avec son boulot soi-même. Je le dis clairement. Mais vous le dites plus clairement que moi, voilà. Enfin, disons que moi, je dois être plus diplomatique sur certains aspects. Oui, mais moi, je n'ai pas ce devoir de réserve. Non, voilà. Je vous le concède. Vous y avez fait allusion, mais je préférais que ce soit dit clairement. Oui. Il y a un autre problème qui dépend de vous, qui est le financement d'un certain nombre d'associations qui attendent votre réponse pour un financement de fonctionnement de leur association Stanissi. Elles sont au point mort, elles sont au point de devoir donner des préavis. Mais dites-moi qui parce que... Entre autres la classe, mais il y en a d'autres. Faut me dire qui parce que... Entre autres la classe. Parce que, vous savez, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a expliqué qu'il y avait sur toute une partie d'un secteur, en l'occurrence 19 secteurs agréés, qui n'avaient pas reçu de réponse. Et donc je dis, eh c'est pas grave, je te propose de venir demain au cabinet et je viendrai avec l'ensemble des réponses. Et sur les 19, 16 subventions étaient déjà passées au gouvernement. Bon. Donc, alors voilà, j'aime bien savoir précisément précise, ou en tout cas s'il y en a dans la salle qui sont largement concernés, eh bien, les équipes sont là et donc venez le dire à un certain moment. Alors soit vous n'avez pas reçu une réponse par rapport à un projet nouveau, non. Si c'est par rapport à un projet ancien, donc ça il faut que je regarde où ça en est. Mais quand il y a une demande comme ça, il faut immédiatement le dire au niveau du cabinet parce que je vérifie. Et je vous dis, l'expérience que j'ai eue il y a 2 jours, il y en avait 16 sur 19 qui étaient passés au gouvernement. Alors, donc, entre le moment où l'information arrive et le moment où l'information vous revient, en tout cas, alors, disons que moi, je ne me fais pas le porte-parole d'autres. Je sais que d'autres sont en difficulté. Je vous dis ce qu'il en est. La classe pense à donner des préavis conservatoires à ses bancs parce que nous attendons un petit financement de fonctionnement. La demande qui a été faite est clairement 10 000 €, mais s'il y en a 8 000, nous pourrons nous essayer de nous arranger. Mais non, mais je suis... C'est pas de la négociation, ça. Non, mais c'est clair. Actuellement, on est au point de devoir mettre la clé sous le paillasson. Or, il y a des demandes, nous travaillons, et nous sommes une association laïque qui défend sa présence. Mais vous avez eu des contacts avec le cabinet? Oui, ça oui. Je ne dis pas je n'accuse... Vous savez où les choses sont difficiles encore? Je sais, mais nous avons envoyé un complément d'information et d'argumentaire, et nous aimerions bien, quitte à venir vous rencontrer, si les chais, voilà. Excusez-moi, mais ce serait bien que les cas particuliers soient discutés. D'autant que Madame la Ministre est là depuis un certain temps et elle doit s'en aller. Pourquoi? Parce qu'il y a de ça, un mois, je suis allée visiter Pagaza, vous connaissez Pagaza, qui est un centre d'accueil pour personnes victimes de la traite. J'ai eu un engagement associatif très marqué dans le sujet auparavant et que je leur ai proposé de venir en fait voir un cabinet ministériel. Et donc, je leur ai proposé de venir goûter au cabinet. Donc voilà, c'est tout. Général, voilà. Donc, comme c'est très structuré, j'aurais promis d'être là à 4 heures pile. J'ai tous mes personnes. Rebonjour. Je ne m'appelle pas Michel. Hein. Ah non, vous serez Michel dorénavant. Voilà. Non, Alain Coffrier, coordinateur du Centre d'action sociale globale de l'entraide des Marolles. Je vais être bref. Moi, c'est juste pour un petit peu illustrer les propos que vous avez tenus par des exemples un peu plus concrets. Vous parliez d'endettement qui pouvait effectivement se multiplier par rapport au montant de départ par 3 ou par 4. C'est beaucoup plus. Le dernier exemple, c'est des frais d'ambulance. Vous parlez de crédit à la consommation pour besoin de... Moi, je vous parle de frais médicaux et notre centre est régulièrement sollicité pour ce genre de frais médicaux non impossibles à acquitter. Frais d'ambulance élevant au départ de 38 € et actuellement ça est à 240 €.
est quasiment innégociable. L'huissier attend un premier versement de 150 €. Cette famille est surendettée. Voilà, petite illustration. Ah oui, c'est très bien. Autre chose, vous parliez du logement, et là, moi, j'ai un petit souci avec les logements sociaux. Quant à l'humanisation des contacts avec les locataires, l'humanisation des contacts qui n'est pour moi pas toujours présent. Certains le font, mais certains ne le font pas, créant quand même chez les locataires un sentiment vraiment de ne pas être pris en compte dans leurs demandes. J'illustre. Hein. Les charges chez les locataires sont parfaitement incompréhensibles et varient d'année en année. L'électricité des communs, par exemple, peut passer annuellement de 150 € pour un bâtiment de 6 appartements, et l'année d'après à 240 €, sans aucune explication, et puis pour retomber après à 80, frais de garde, frais de conciergerie. Tout ça, on peut vous mettre ça sur un graphique, ça va en dents de scie. On demande des éclaircissements aux sociétés de logement, et on a une fin de non-recevoir à chaque fois. J'avais interpellé votre prédécesseur à ce propos, et j'ai toujours le bec dans l'eau. Alors, vous parliez donc vous me dites que certaines sociétés de logement public pratiquent des fluctuations de charges qui sont majeures d'année en année. Absolument, absolument. J'ai les chiffres. Et donc j'avais déjà... On va vérifier. Oui, je suis voilà. prête à les prendre. Autre chose par rapport au précompte immobilier aussi, les personnes handicapées ont droit à une rétrocession. Ça ne se fait pas. Certaines sociétés le font de manière automatique, d'autres, il faut presque quasiment se mettre à genoux pour pouvoir les avoir. Si vous avez des informations concrètes, moi je prends tout là-dessus. Voilà. On restera en contact. C'était un petit peu pour illustrer, parce que comme je savais que vous avez des compétences en logement, je tenais vraiment à vous donner un petit peu le retour de ce que nous vivons, nous, comme travailleurs sociaux sur le terrain par rapport à ces difficultés. Il y en a bien d'autres, mais... On peut espérer aussi que le fait d'avoir rationalisé le secteur des sociétés, puisqu'on passe de 33 à 16, tout à fait. Et qu'il y a quand même eu aussi une volonté de pouvoir mettre ensemble des unités, et même des unités qui avaient plus de difficultés avec celles qui tournaient un peu, je veux dire, plus facilement. Ça va pouvoir permettre aussi par rapport que ça aura des répercussions par rapport aux locataires. Enfin, moi j'espère, je l'appelle de tous mes voeux. Vous savez, je travaille dans le secteur depuis plusieurs années, je vois toujours le verre à moitié rempli, heureusement, parce que sinon je n'en sortirai pas. Donc effectivement, cette fusion me donne beaucoup d'espoir aussi. Mais je me dis que le fait d'avoir rationalisé, de travailler sur le processus de rationalisation, d'abord qui s'est bien passé déjà entre les sociétés, ce qui n'était pas gagné en soi, parce que passer de 33 à 16, d'expliquer à une qui roule toute seule qu'elle va devoir se prendre une qui est un peu plus compliquée, c'était pas simple. On a fini en mars, maintenant cette année, sans retard. C'est vrai qu'on y a mis beaucoup d'énergie. Et à titre personnel, parfois j'avais même encore la veille des assemblées générales des présidents de sociétés pour leur dire on se calme, tout va bien, ça va bien se passer. J'espère. Alors il y a évidemment une question de rationalisation pour plus d'efficacité par rapport à toute une série de thématiques, mais c'est aussi au bénéfice des locataires pour qu'à un certain moment, le service soit aussi d'une qualité qui, franchement, est probablement variable d'une à l'autre. Oui. Et quand je parlais d'humanisation des rapports, c'est parce qu'effectivement, les réponses qui sont renvoyées aux locataires sont des fois, je vous assure, ça mériterait d'interpeller le Centre d'égalité des chances ou le MRAX, du style, j'illustre, on en a parlé un dernier colloque dernièrement justement sur les services d'énergie. Soyez bien content, monsieur, en Afrique, il n'y a pas d'électricité. Je l'ai vécu, c'est un cas personnel. Enfin, je veux dire, voilà, d'un de mes usagers. On n'a pas dit que tout le monde était subtil. Voilà, bien sûr. Mais donc, moi, j'avais effectivement interpellé la SLRB à ce sujet en fonction, est-ce que les gens ont des formations, contacts. Ils m'ont rassuré en me disant que oui. Mais il faut évidemment qu'ils l'intègrent. Il faut qu'ils l'intègrent. Et c'est ça la difficulté. Oui, je le sais. Il y a des formations. Tout à fait. Maintenant... Voilà. On peut sortir de formation et rester identique à soi-même. Voilà. Donc, mais bon, ceci dit, je trouve que quand il y a des comportements qui même pas qui frisent, qui relèvent d'actes de racisme, de xénophobie et autres, ils doivent être signalés. Oui, bien entendu, on n'y manque pas. Mais ça crée chez le locataire vraiment de la relégation. Et donc, effectivement... C'est-à-dire que c'est du repli sur soi, et puis il n'y a pas de relation de confiance avec un opérateur qui est censé être un opérateur quand même important dans une vie de ménage. Tout à fait. Et au niveau sociétal, on doit avoir confiance, qui plus est quand on est précarisé, parce qu'on peut se retrouver... Et puis il y a tout le dispositif aussi autour de la question du logement social, les salles, ces dispositifs... Donc, si on n'est pas en confiance avec la première ligne sur le logement public qu'on opère, certainement, on rejoint aussi un peu ce que vous disiez sur la question du surendettement et autres. On n'est pas en confiance et puis on s'enfonce, il n'y a pas de dialogue qui s'instaure et on ne tire pas la sonnette d'alarme à temps non plus. Et au niveau sociétal, les répercussions peuvent être dommageables quand même. Je vous remercie. Oui.
Mais si vous avez des cas vraiment précis, dites-le nous. Franchement, n'hésitez pas. Ok, vous êtes trop l'homme ou vous avez un micro, c'est parfait. Oui, tout à fait. Bonjour, donc Sébastien Alexandre de la FEDITO Bruxelles, donc la Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes. Je voulais parler du... Oui, toxicomanie. Non, non, j'ai un mauvais retour son, c'est tout, mais c'est pas grave. Pardon, ok. Laurent entend mieux que moi, il est plus jeune. Je voulais parler en fait du plan santé bruxellois. On a parlé pendant tout l'après-midi des liens social-santé. Effectivement, en toxicomanie, on est bien placé pour voir ces liens-là. Les déterminants sociaux de la santé sont hyper importants, hyper à prendre en compte. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous comptez influer sur le contenu du plan santé bruxellois? Si oui, comment? Et alors, j'ai éventuellement une petite question concrète, c'est qu'on a demandé en fait la constitution d'un nouveau groupe de travail, un groupe de travail qui est centré spécifiquement sur les inégalités d'accès aux soins de santé. Vous voudriez ça, hein, on a effectivement déjà envoyé un email. Il y a plusieurs fédérations donc, du secteur toxicomanie, mais même pas seulement, c'était vraiment très large, qui ont demandé ça. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de retour, alors que c'est forcément quelque chose qui... Enfin, le plan santé bruxellois, c'est des concertations qui existent jusqu'à mi-juillet. Donc le moment est très crucial. Et forcément, donc, les déterminants sociaux de la santé sont prouvés. Les déterminants de la santé sur le social sont aussi prouvés, donc c'est hyper important qu'on puisse aussi travailler là-dessus, sur le plan santé bruxellois, je pense. Mais, bon, vous savez que ce n'est pas ma compétence, mais ceci dit, on a un œil dessus forcément en permanence, parce que d'abord on est associé, qu'à ce moment il faut qu'on marque notre approbation par rapport au contenu de celui-ci. Donc il y a des contacts permanents qui existent et on le suit. Philippe, qui est dans la salle ici chez moi, a un œil sur le plan santé en permanence. Donc, moi, je veux bien relayer la question du GT que vous évoquez le plus rapidement possible auprès des Gossoins. Je vois demain matin au gouvernement. Si vous m'envoyez encore un mail ce soir, demain, je fais un print et je lui en parle personnellement. Mais effectivement, je veux dire... maintenant, je ne sais pas où il en est précisément, mais on va avoir... oui, c'est ça, il est dans les consultations. Vous lui en avez parlé, du GT? Vous avez évoqué la question directement avec lui? Directement avec le secrétariat du plan santé bruxellois, qui a transmis normalement au cabinet compétent, donc Goswin Van Engel. Mais encore une fois, c'était envoyé par plusieurs fédérations. Mais je veux vous forwarder des mails. Je veux bien, Sylvain, oui. Je vais vous donner les coordonnées. Vous pouvez m'envoyer ça, si vous pouvez me le faire encore ce soir. Comme oui, pas de gouvernement demain, je n'en toucherai un mot. Ok. Parce qu'effectivement, ça fait sens. Ça fait sens, et c'est maintenant qu'il faut constituer, vu qu'il n'y a que 2 réunions par groupe de travail. Tous les autres groupes de travail sont déjà constitués, donc on prend du retard au niveau de ce GT. Mais je vais vous donner Merci beaucoup. À laquelle vous pouvez m'envoyer ça. Mais j'en ai juste besoin pour demain matin, si vous voulez. Ok, pas de problème. Merci. Nous avons le temps d'une dernière question, et puis ce sera tout. Qui? Voilà. Bonjour. Je m'appelle Chaher et je suis éducateur en maison d'accueil. Et alors j'ai vu passer dans un article d'Alter Eco que vous souhaiteriez orienter votre politique vers l'objectif 0 SDF. Oui. J'ai envie de dire bonne nouvelle, hein, on a enfin un objectif chiffré de réduction des personnes sans abri. Oui, enfin, j'ai dit que c'était surtout pas une fatalité. L'objectif 0, c'est une expression qu'on retrouve dans beaucoup de politiques. Hein, tolérance 0 pour les violences conjugales, tolérance 0 pour autre chose, logement insalubre. Donc voilà, mais ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'on pensait que ce n'était pas une fatalité et que si on se concentrait uniquement sur les dispositifs d'urgence et de l'hiver, on serait un peu court. Oui, mais justement, pour que cela ne reste pas qu'un slogan politique, ne faudrait-il pas baliser cet objectif avec des étapes concrètes et chiffrées, au moins sur cette législature déjà? Mais je vous ai expliqué, hein, donc tout le plan sur lequel on est en train de travailler pour le moment, je n'ai pas tout expliqué puisque c'est en train d'être discuté et je m'en voudrais que le secteur considère ou j'annonce que les choses sont faites alors qu'elles ne le sont pas dans le sens premier du terme. Mais on a des objectifs chiffrés sur un certain nombre de politiques hein, en matière de sans-abrisme. Si je reprends le programme Housing First qu'on a lancé avec un financement de 430 000 € avec les 2 projets, on a très clairement sur ce segment-là des objectifs chiffrés. Maintenant, vous avez vu comme moi que l'étude Strada qui est sortie
il y a une ventilation encore à opérer par rapport à des publics cibles. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'on doit faire une programmation de décroissance du sens? Je trouve ça un peu cynique de faire ce genre de choses-là. Par contre, ce qu'il faut qu'on se donne, c'est clairement mettre en place le plan, avoir des objectifs à ce moment-là, des évaluations des politiques menées qui soient faites d'année en année. Maintenant, on peut dire la question du chiffre 0, elle vient en fait de l'approche des politiques, notamment anglaises et néerlandaises, qui est un peu le fil conducteur de l'action qu'ils ont menée en disant que voilà, à travers leur processus de réflexion, d'implémentation de nouveaux processus, ils visaient une politique zéro sans-abrisme. Mais on a, ça on peut vous donner évidemment les chiffres dont on dispose déjà aujourd'hui, entrée, sortie et autres, mais au Think First, on a tout à fait quantifié une quarantaine pour ci, autant pour là. Donc là, pour le programme en tant que tel au Think First, toutes les choses sont quantifiées qu'un objectif chiffré. Maintenant, le plan bruxellois, à partir du moment où il va se mettre en place avec l'outil d'entrée, le dispatching et le logement, je ne sais pas si on sera sur une évaluation chiffrée. Parce que ça, alors je vais me retourner vers Christine en disant, est-ce que vous avez envie, vous, d'avoir des objectifs chiffrés de sortie? Plus on aura de sorties vers le logement, mieux ce sera. Mieux ce sera, mais est-ce que ça vous a envie de vous enfermer? De sorties vers le logement, est-ce que vous avez envie de vous enfermer dans un objectif chiffré? On pourrait en tout cas, et je pense que ça fait sens avec tous les secteurs, se dire qu'il faudrait 100% de solutions. C'est ça. Ça, c'est autre chose, oui. Ça, je suis d'accord. Oui. De se dire qu'en fait, il n'y a personne qui passe à travailler les mailles du filet à un certain moment. Merci. Je vous remercie, madame. Merci. Voilà, je laissais le mot de la fin à l'une des partenaires, en l'occurrence. C'était Hélène Aronis de la classe. Voilà. Eh bien, madame la ministre, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour la clarté de vos explications. Je pense que le travail, enfin la proposition de vous recevoir qui venait des 4 associations et que nous avons fait déjà au cours des années précédentes, était une façon plus sympathique d'entrer en contact avec vous plutôt que demander chacun, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs, demander à chacun. Quand même beaucoup de chacun. Ça n'empêche personne d'entre nous de prendre rendez-vous avec vous. Non, personne. Mais ça permet aussi à nos travailleurs, éventuellement même des usagers, de venir voir et d'entendre ce que nous avons à échanger. Et pour cela, je vous en remercie. Mais c'est à refaire. Voilà. Alors, je sais pas si c'est l'an prochain ou dans 2 ans. Mais en principe, nous l'avons fait jusqu'à présent lors de chaque nouvelle législature. Peut-être le faire à mi-législature. Mais peut-être que ce serait une bonne suggestion de le refaire à mi-législature pour faire un peu la pression si vous considérez que les choses n'ont pas avancé assez vite. Pour faire un point. Mais non, mais je dis ça sérieusement. Je trouve que c'est légitime sûr. aussi à mi-législature de pouvoir dire, voilà, enfin, moi je préfère venir dans 2 ans vous dire comment on a avancé par rapport au secteur et retrouver ceux avec qui on a pu discuter que d'attendre la fin de la législature. Enfin, je trouve que c'est un peu son sens. Donc, nous moi, avons je vous invite bien en tout cas à faire un bilan à mi-législature. Eh bien, nous vous avons bien entendu, nous prenons note de cette proposition et du point de vue déjà, rien que de la classe, je peux vous dire oui, si nous existons encore à ce moment-là.